Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous organisons notre troisième café littéraire, مقهى الأدبي الثالث في فندق ديدان في إطار نشكر مدير فندق ديدان. Donc ce café littéraire, après discussion avec mes collègues, s'articule autour de la dernière nuit d'Émile Abdelkader. Les dernières heures d'Émile Abdelkader, quand il a pris la décision de déposer les armes face à son ennemi, la France. En lisant une contribution de notre ami Hani ces derniers jours, ça m'a donné l'idée d'organiser le café littéraire. Vous avez parlé d'une chose très sensible, que nos historiens, intellectuels, auteurs, écrivains, n'ont pas pu à ce jour assumer et puis nous éclairer davantage sur cette décision d'Émile. Vous avez dit non, c'est l'Émile a demandé l'amen et non la reddition. Donc, moi personnellement, et à travers ce débat que nous allons organiser pendant 45 minutes, je m'adresse directement en premier lieu à M. Hani pour nous éclairer sur les dernières heures de l'Émile Abdelkader un certain 27 décembre 1847. Si je ne me trompe pas, M. Hani Abdelkader. L'article que j'ai écrit dernièrement, à l'occasion justement de l'anniversaire de cet événement que vous citez, qu'on n'arrive pas à qualifier si c'est une réédition, c'est le gros débat de tous les jours de plusieurs années, si c'est une réédition ou si c'est autre chose. Alors cette chose c'est quoi? Moi je persiste ici, ce que j'ai écrit dans mon article, ce n'est pas une réédition. L'Émile Abdelkader, il a bien écrit une lettre à la Mauricière, la lettre devait être adressée au duc d'Aumale qui était gouverneur de l'Algérie, pour lui dire que je suis prêt à arrêter les hostilités, à condition que, là ce n'est pas une reddition, c'est-à-dire quand on pose des conditions pour discuter, il me semble que ça ne peut pas être une reddition. Une reddition, généralement, on prend un drapeau blanc et on s'adresse à l'ennemi, ça y est, j'arrête le combat, venez me prendre. Et ça n'a pas été le cas pour l'ennemi. L'ennemi a posé ces conditions très clairement. La veille, il paraît que, bon, on discute d'un sujet sur lequel on n'a pas de documents sur place. Mais la veille, que ses frères, ses deux frères, eux, oui, ils avaient fait une reddition. Dans quelles conditions était l'ennemi à la veille de cet événement? C'était le 27 décembre, c'était l'hiver, il pleuvait partout. Les conditions climatiques étaient catastrophiques. Il était pourchassé par l'armée française en Algérie, par toutes les armées françaises, et y compris les mercenaires algériens. Il était pourchassé par le roi du Maroc, au-delà de la frontière. C'était quelqu'un qui ne lui restait pas grand-chose. Mais, lui-même il le disait, il avait encore la possibilité de rejoindre le sud et de là continuer le combat. Je crois qu'il a réfléchi à la chose et il avait compris que, bon, ça il faut revenir un petit peu au passé, à tout son combat depuis 1832. Il avait compris qu'il avait affaire à une trop grosse partie. La société algérienne sur laquelle il avait essayé de construire un État, elle était ce qu'elle était à l'époque. Il faut lire tous les écrits qu'il y a dessus, particulièrement les correspondances de Doma, quand il était consul à Mascara. Et là, il nous décrit ce qu'était l'Algérie et ce qu'était la société algérienne. En gros, c'était une société très arrivée. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, les généraux français, ils avaient écrit, quand on est arrivé en 1830, tous les Algériens savaient lire et écrire. Moi, je pense qu'il parlait des gens qui habitaient à la Casbah, des citadins, pas du commun des mortels. Donc il avait compris qu'il ne pouvait pas
continuer le combat dans les conditions de la vie. Mais il avait quand même j'allais dire cette capacité, cette audace de poser des conditions. Il les a posées. Et quand il a envoyé la lettre à la Mauricière s'était dépêché d'accepter. Donc c'était accepter la négociation, accepter les conditions. Donc ce n'est pas le cas de quelqu'un qui fait une édition. Et la Mauricienne s'était adressée à son patron pour dire voilà ce que propose l'Amir, est-ce que vous acceptez? La folie s'est dépêché, il est venu, et c'est comme ça que ça. Donc moi je considère, tenant compte des sens de la langue française, tenant compte, il ne s'agit pas d'une reddition, il s'agit d'une fin des hostilités avec des conditions. Merci Sehni. Aujourd'hui nous avons parmi nous un invité de marque que je respecte énormément. Respecté lui aussi par ses collègues journalistes, auteurs, dramaturges. En l'occurrence, Sid Ahmed Sahla, ici présent. Je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Il est né à Mascara, auteur de 2 ou 3 pièces de théâtre qui ont été 5 pièces de théâtre, en tous les cas tu vas les citer quand je vous donnerai la parole. Donc auteur de pièces de théâtre et journaliste, La Voix d'Oloni auparavant, et aujourd'hui il continue à aller sur l'écriture pour le théâtre. Si Sahla, marhaba bik. C'est un honneur. Avant, je vais vous poser la question, mais avant de me répondre, j'aimerais bien que vous vous présentez au public. Donc, M. Henni dit que non, ce n'est pas une édition, ce n'était pas une édition. D'abord, j'aimerais, avec ta permission. 2 minutes. Non. Ce n'était pas une édition. Mais l'émir a posé ses conditions. Donc, la question que je vous adresse. L'émir était-il en position de force pour poser ses conditions? Parce que lorsqu'on pose des conditions, ça fait qu'on sommes en position de force. Donc, à ce moment-là, l'émir était en position de force pour poser ses conditions au duc d'Oman. Bon, d'abord, je voudrais lever une petite équivoque, n'en déplaise à mon ami Saad Kader. Il y a un document extrêmement important. C'est l'histoire d'un parjure, Michel Abad. Oui, il fait une monographie socio-culturelle-économique de l'Algérie avant l'invasion, avant la colonisation de l'Algérie, avant l'agression de l'armée française en Algérie. Donc on a ce document-là. On a un autre document qui est extrêmement important à mon avis, c'est le miroir d'Hamdan Khoudja, qui aussi fait une monographie extrêmement précise de la situation économique, sociale et culturelle de l'Algérie. Hamdan Khoudja, مثلا, يهضر على les Médina. Et quand on sait que la Médina, d'abord, est une concentration urbaine qui produit du sens, qui produit la règle, qui produit la norme et qui produit surtout la cohésion sociale. Pour dire, je ne suis pas tout à fait certain que la société algérienne ne maîtrisait pas certains métiers, comme par exemple le Bornos, qui a été vendu à Istanbul, à Paris, à New York. C'est aussi l'Algérie, c'est aussi des comptoirs publics, où le métier du cuir était maîtrisé. Ceci dit, pour revenir à l'Amir Abdelkader, donc avec ta permission, j'ai essayé de lever cette équivoque. Pour revenir à l'Amir Abdelkader, moi je suis tout à fait profane. J'ai essayé de lire. J'ai peut-être une vingtaine de documents passant par comment il s'appelle, Jami Abdelkader, Wassini Araj, Belmar, Churchill, comment il s'appelle, Bruno Etienne. Plus à mon avis, plus on approche cet homme-là, plus on essaye de comprendre ce qu'il en a été à l'époque. Personne n'apporte la réponse. Et à mon avis, il y a une raison qui est fondamentale. La raison fondamentale, c'est que la colonisation, avec tous ces idéologues, notamment de Tocqueville,
notamment de Tocqueville, toute l'idéologie colonialiste ne veut pas admettre que pendant 14 années, Emir Abdelkader d'abord a bouffé 78 généraux. Et il a fait face à des situations de famine, à des situations à des inondations. Il a essayé de résister avec une société qui effectivement n'était pas guerrière. Elle n'était pas archaïque, mais elle n'était pas guerrière. C'était une société de mystiques, une société de grands exploitants de la terre. Je vais m'étaler, à mon avis, Emir Abdelkader, c'est après, quand il a quitté l'Algérie, quand il a cessé d'être prisonnier et tout, on comprend la dimension humaine, la dimension intellectuelle et surtout sa conception de la résistance. Et là, oui, je crois que la notion de reddition ne peut pas être considérée en ce qui le concerne. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est mystique, Soufi, Emir Abdelkader Soufi. Emir Abdelkader Soufi ou Soufia, mais تخلاوش على الوظيفه تاعهم على لا فونكسيون تاعهم. فبون je m'arrête là. Voilà, monsieur Sahla, mais je vous avais demandé de vous présenter. Ah voilà, donc je suis journaliste en retraite, je suis dramaturge par passion. Je continue à écrire. J'ai des amis, des linguistes qui sont intéressés à mes travaux, et donc parce que mon dada, ma passion, ma grande passion, c'est de travailler dans la langue, pour justement, comme je vous disais tout à l'heure, montrer le génie de la société algérienne. Je travaille, comme le dit mon ami, dans un concept du maghribi, c'est-à-dire la langue qui était pratiquée par la société algérienne depuis 2000 ans. Merci, bon, la question posée à nos deux amis, bon, j'aimerais pas m'étaler ou la discuter sur votre réponse. Seulement, je me retrouve au point zéro. Je me retrouve au point zéro parce que vous n'avez pas donné la définition exacte du geste de l'Émir Abdelkader. Je laisserai ça au débat. Parce que c'est la même chose, c'est la même langaine. Les gens, j'ai l'impression que les gens évitent le mot reddition, ils veulent donner un autre aspect au geste de l'Émir Abdelkader en évoquant d'autres données, mystiques. Bon, mais le problème n'est pas là. Le problème, l'Émir Abdelkader était un guerrier. Il était à la tête de la résistance, il était à la tête d'une armée, il était chef d'État. Et puis, à un moment, il a décidé d'arrêter le combat. Il a décidé d'arrêter le combat. Et lorsqu'un chef arrête le combat, il y a une seule chance quand on arrête le combat. Ou bien nous sommes en position de force et on exige de notre ennemi des solutions qui arrangent le vainqueur, ou bien nous sommes en position de faiblesse et puis nous posons nos conditions en nous garantissant la sécurité, l'aman, pour pouvoir déposer des armes. Maintenant, avant d'arriver à ce point-là, je laisse la parole à notre ami le docteur Al-Hajj Abdelhamid, qui est écrivain, donc médecin en retraite. La dernière fois, le deuxième café littéraire lui était consacré. Et aussi, il a beaucoup publié sur l'Émir Abdelkader. Il a aussi assisté à plusieurs conférences sur l'Émir Abdelkader, notamment la dernière, c'était l'anniversaire de la Moubaya, où plusieurs personnalités ont assisté à cet événement. Donc, la même question, c'est Dr Abdelhamid. Quelle est votre approche sur le geste d'Émir Abdelkader le 27 décembre 1847? Sidris, je te remercie d'abord. Je connais ton opinion bien arrêtée sur le sujet. Je suis un peu bien préparé, mieux préparé que mes amis. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'émir, mais je partage totalement l'avis de mes deux amis et qui me gagne. Tous les spécialistes de l'émir ne sont pas parvenus à établir
conclusion. Donc ce n'est pas facile. Pour revenir au terme l'édition c'est un mot français. Absolument. À ma connaissance, l'émir ne parlait pas français. Je crois que le seul mot qu'il affectionnait de prononcer, c'était liberté. Bon. Mais qui me gueule, il ne faut pas oublier que l'émir, d'abord, c'était un général, un chef militaire. Ce n'était pas le chef suprême de forces armées symbolique, comme maintenant. C'était le véritable chef de l'armée physique. Et dans le domaine militaire, quand un chef fait une reddition, ça implique automatiquement qu'il est prisonnier et qu'il ne peut pas poser des conditions. Ce n'est pas le cas, je crois, de l'émir. Et à mon avis, ce n'est qu'une opinion. Je connais ton opinion. Non, moi, je t'ai laissé. Il n'était pas dans les conditions, il allait de déposer les armes. Parce que là, c'est notre état. Parce que l'émir Abdelkader. Là, je m'accroche sur les termes, si il était dans des conditions très difficiles. Oui. Très difficiles. Avant de prendre cette décision, la Mauritienne s'attendait à ce que l'émir puisse un jour déposer les armes. Donc, il était dans des conditions très difficiles. La Daïra était dans des conditions de vie très difficiles. Là, il n'avait pas l'armement diminué, la maladie existait, et puis il n'avait plus. Plusieurs de leurs éléments sont sauvés, ont quitté la Daïra. En février 1847, Sidi Ahmed Ben Salem a déposé. Voilà, a déposé. Toutes ces conditions-là, ont mis l'émir Abdelkader dans une position inconfortable. Dire que c'était un grand homme, oui, c'est un grand homme désespérante. Donc, on joue sur les mots. C'est pas le mot. Ce n'est pas le mot qui est important, que ce soit un mot français ou le mot arabe vis-à-vis de son ennemi, en posant des conditions. Mais ce n'était pas des conditions. Ça veut dire que si l'ennemi a accepté les conditions, ça veut dire que l'émir n'était pas en position de force. S'il était en position autre chose, l'émir était en position de faiblesse. C'est faire son rendu, avant lui la veille, c'est faire son rendu. Ça veut dire, est-ce que derrière la reddition de ses frères, il n'y avait pas déjà une manigance de la part de sa petite famille pour diminuer l'ardeur de l'émir Abdelkader? Est-ce que sa mère n'était pas derrière ce dépôt des armes? C'est des questionnements que normalement l'université devait approfondir à travers des lettres qui le magistère ou le devait prendre l'émir Abdelkader et à travers l'histoire de l'émir Abdelkader arriver à travers des questionnements à la dernière nuit de l'émir Abdelkader pour dire qu'est-ce que c'était ça? Est-ce que dépôt d'armes? Est-ce que c'est une édition, pas une édition Amen? Qu'est-ce que ça dit tous ces mots? On n'a pas compris. Et on n'a pas, à ce jour, décidé, de dire est-ce que l'émir a mis fin à ce combat en tant que militaire? Militaire, il a dit ça y est, j'ai perdu, je remets mes armes. Et je pose mes conditions pour, avec une garantie de la sécurité, pour aller ailleurs et ne plus revenir en Algérie. Ça, c'est très important. Maintenant, quoi qu'on dise, l'émir restera toujours l'icône. Les conditions qui ont précédé sa reddition, parce que le terme est là. Toi, tu as survolé un peu la reddition de son califat de Kabylie. Oui. C'était pas un truc anecdotique, c'était plutôt c'était une grande région, la Kabylie, qui avait déposé les armes. Et son califat, déjà 2 mois avant, il avait déposé les armes et il a été autorisé à aller à Damas, avec Sasma là aussi, 400 personnes. Ça, c'est très important quand même. Une grande wilaya, la wilaya 3, ce n'est pas anecdotique. Ça n'a pas la même valeur que sa famille ou sa mère. Donc, c'était peut-être aussi un truc qui a pesé sur la décision de l'émir, qui n'était pas une décision personnelle. Bien sûr, bien sûr. Bon, et puis l'émir, moi, à mon avis, il pouvait continuer le combat, parce que l'émir avait adopté la guérilla. Il pouvait soit aller au sud quand il ne pouvait pas aller au Maroc. Moi, je pense que l'émir pouvait continuer le combat, d'une façon ou d'une autre. Mais il ne voulait pas faire subir à son peuple la terre brûlée qui était l'apanage des généraux français. C'est mon avis. Et je m'en tiens là. Dahoud Jarba, juste cette question-là précisément. Dahoud Jarba, l'émir Abdelkader était dépositaire d'un mandat.
C'est-à-dire, il a été mis à sa disposition un mandat qu'il devait assumer. Le fait qu'il ait renoncé au combat, c'est qu'il a remis le mandat. C'est dans le... Parce qu'il faut... L'épistémologie est une science. L'épistémologie est une science. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de reddition parce que la reddition, c'est une catégorie linguistique occidentale. Nous n'avons pas de reddition. D'ailleurs, même le concept randa, ceci dit, il y a une... Déjà l'origine du mot vient du salam, donc c'est déjà... Oui. Demande la paix. كاين يحيى بوعزيز il parle d'un événement extrêmement important où l'Amir Abdelkader pratiquement il était complètement il était littéralement abattu هرب للسيبيا justement le khalifa تاع الكابيلي هودوا عند السيبيا قالوا له tu es encore dépositaire du mandat وراك امير زعما عطيناك حنا باش تولي امير il faut que tu continues le combat et quand il a décidé d'arrêter les hostilités comme le disait Saad Qader, à mon avis c'est parce que il n'y avait plus de solution matériellement parlant. Attention, il faut revenir les années, c'est le 19e siècle, 19e siècle, avec une société qui était une société rurale, une société, même si elle savait lire, écrire et tout, qui m'égoule Bouzid, il faut pas se leurrer, اللي ما كانش يدير طاعة معسكر باش يكون ما يديش طاعة تغريس اللي ما يديش اللي ما يديش الرخصه نتاع التغريس ما يجيش يكون مفتي في طاعه فاس. C'est fabuleux, ça veut dire que c'était une société extrêmement avancée. Pourtant, Gris, c'est une région agricole, mais c'est pas la Médina, c'est pas le Bayel, c'est pas Badalia Mascara, c'est pas la Kasbah, c'est pas le Mouchouar de Tlemcen. Ceci dit, pour revenir à Amir Abdelkader, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qui est terrible, c'est que seuls les grands amateurs savent parler de Amir Abdelkader. Parce que si on n'est pas amateur, si on n'a pas la passion de l'histoire, on ne peut pas écrire l'histoire. Moi, j'ai discuté avec des professionnels de l'histoire. Mais ils ne savent pas le Joumaï. Mais ils ne savent pas le Saad Soud. Mais ils ne savent pas Anis Sahran. Mais ils ne savent même pas que ce document-là existe. Pourtant, la présidence les a réédités, le ministère de la Culture les a réédités, il y a une maison d'édition qui les a réédités. C'est vrai que ça coûte cher. Ça coûte à peu près, l'un dans l'autre, 5000 dinars. Mais c'est comme si Ntaya, tu ne travailles pas avec ton fauteuil. C'est aussi simple que ça. Voilà, merci. Docteur, vous voulez dire un mot? Non, c'est à propos de la lettre adressée de l'Amir Abdelkader concernant l'édition, c'est-à-dire les conditions. Si on adresse une lettre, si on commence à voir la lettre à peu près d'une manière générale, c'est beaucoup plus un souhait que condition. C'est pas des conditions parce qu'à la limite, c'est pas des conditions très fortes. C'est partir à Damas, partir avec ma famille, avec l'ensemble des gens qui veulent partir avec moi. C'est pas des conditions fortes, sinon je refais la guerre, non. Mais moi, ce qui m'intrigue le plus, je l'ai dit d'ailleurs, ce qui m'intrigue le plus, c'est cette notion de partir, de ne plus revenir sur ces terres. Si je pars, je ne reviendrai plus. Et quand je commence, j'ai lu certains trucs. Il le dit, hein. Il le dit, mais c'est ça. C'est ça qui. C'est ça qui est. Il avait les mains. C'est ça qui est dramatique. Pour mettre un terme. Oui. Les Français, quand ils parlent de l'émir, ils te disent que pendant des années, ça a été notre ennemi, 4 ans, ça a été notre prisonnier, et plus de 20 ans, il a été notre ami. Donc les 20 dernières années de Xemour, il a été notre ami, c'est-à-dire que... C'est eux qui le disent. Hein. C'est eux qui le disent, bien sûr. C'est eux qui le disent. Quand tu vois les historiens tassouria, ils disent tout à fait le contraire. Parce qu'il est passé à un stade de l'universalité.
صاحبي à un moment donné quand l'imprimerie était considérée comme étant مانيش عارف Azhar كان محرمها, il a fallu que l'Amir Abdelkader intervienne pour dire باللي non, il faut développer l'imprimerie. C'est des éléments, il faut aller كما قال Bruno Etienne مثلا par exemple, il faut aller dans le détail pour expliquer si l'Algérie avait une industrie ou n'avait pas une industrie. Il allait au détail pour vous dire si l'Algérie est un pays riche ou pas. Il est allé au détail. قال باللي هذه لا كافالغي تاع مانيش عارف 38000 ولا مانيش عارف اللي مارشي ماريتش الفيرون الزراعه كذا القرع. Je peux avant de répondre. L'émir, la dimension de l'émir était au-dessus de la France pour qu'il montre son amitié. Il était au niveau universel. Les empereurs, les rois, les décorés. L'université, ce n'était pas qui pouvait tenter l'émir ou intéresser même l'émir dans le contexte actuel de sa position universelle. Oui. Alors il dictait, non, il dictait ses lettres. Le matin, il dictait en anglais, en allemand, en russe. Il avait des interprètes, il correspondait avec la reine. Vous parlez d'une période où il a quitté l'Algérie et puis, comme Kimo Bultala, de ne plus retourner en Algérie. Pourquoi? Si le Mirad de Guermanoui, pour lui, s'il revient en Algérie, c'est pour reprendre les armes, pas en touriste. Enfin, c'est ça l'option des Mirad. Et je reviens toujours, parce qu'à ce jour, en 2021, depuis 1847, à ce jour, ni les manuels scolaires, ni l'université, on n'a pas trouvé le mot juste pour enterrer de façon correcte les Mirad al-Qadr. On n'a pas fait son deuil. Pour moi, on n'a pas fait son deuil. Si, on n'a pas fait son deuil. On n'a pas fait son deuil. Parce que à ce jour, on n'arrive pas, je vous donne un exemple très simple. À ce jour, on n'arrive pas à mettre notre Émir Abdelkader sur grand écran. Et être fier. Il y a un problème. À ce jour, il y a qui m'a dit que il fait un film. Le héros, soit il moute, soit il doit être. Mais là, notre Émir, même pour les générations futures, plusieurs générations sont passées. كان اللي راحوا كاع للان راحت معهم fait que l'émir n'ont pas connu comment que l'émir n'ont pas connu l'émir à travers d'autres situations. Là, une frustration. Donc, je parle du principe très simple. Comment l'émir, se rendre ou pas se rendre, il a déposé les armes. À Ghazawat, devant le duc d'Oman, il lui a offert son cheval et ses 2 pistolets. Offrir son cheval à son ennemi, moi, je vous laisse la parole. Lorsqu'un chef offre son cheval, la vérité, c'est un truc qui s'est cassé un jour. Chacun, on a pris une partie, donc je ne sais pas où, tu ne détiens pas la vérité, je ne détiens pas la vérité, personne ne détient la vérité. Mais il y a une discussion. Quand on écrit l'histoire, en général, on se base sur des archives. Quand il n'y a pas d'archives, il y a un problème. Il faut se baser sur l'information de quelqu'un. Des chroniques, on a j'ai oublié le mot. Mais les archives, c'est ça qui est fondamental pour l'histoire. Pour cette histoire de reddition ou non-reddition, la lettre d'Al-Amir existe, une archive. Dans la lettre, l'Amir pose des conditions, même si c'est des conditions peut-être pas très... C'est des conditions. Les conditions de l'Amir, il y a, je crois, un document qui atteste qu'ils ont été acceptés. Au bas, ils ont été trahis, puisque les Français ont fait une parjure. On lui a promis de l'amener en Orient. Finalement, ils l'ont détourné vers Toulon. On m'a dit, il y a les lettres de tous les gens qui étaient avec lui. Lord Londonderry, je crois qu'il en parle dans son bouquin. Il a envoyé des dizaines de lettres à Napoléon, parce que Napoléon, avant d'être président de la République en France et empereur, non, il était réfugié à Londres. Et il était dans le millier. Et il connaissait un de Londonderry. Et il parlait de Londonderry sur le sort de l'Amir. Et quand il est revenu
président, Londres dernier, qui écouté, quand on discutait à Londres, vous parlez de ça, donc libérer la mer, tenez, respecter la parole d'honneur de la France. C'est des documents, ça. Les lettres de Londres dernier existent. Il demande à l'État français de respecter la parole qu'il a donnée à un combattant d'honneur. Je crois que vous avez mentionné ça, vous avez dit que la France a été prisonnière de sa parole. Oui, pas Je crois qu'elle était prisonnière de sa parole, bien sûr. Et il n'y a pas que Londres-Derry. Maman, chauffe en France. Pardon, vous avez dit que l'émirat Abdelkader était prisonnier de la France, mais que la France était prisonnière de sa parole. Certainement. Dans le bouquin que j'ai écrit, je demande à mon ami de le... je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Juste pour voir, je raconte l'histoire de l'Amir, je sais, je ne suis pas historien, entre la date de la fin des hostilités, pour ne pas dire reddition, et sa mort. Elle est toute ça. Comme Napoléon, on parle souvent d'une amitié entre Napoléon III et l'Amir. Et on dit, très souvent on dit qu'en politique, il n'y a pas d'amitié. Il y a des affaires, il y a des intérêts. Donc, Vraiment, le dit très bien. tu vois comment Napoléon a exploité la réputation, la notoriété, l'image de l'émir en France. Parce qu'en France, c'est devenu une icône en France. Les petits chansonniers dans les bars, ils chantaient l'émir. Victor Hugo a écrit un poème sur l'émir. Une fois arrivées à Amboise, les femmes de la cité d'Amboise, elles se sont préparées pour recevoir l'émir. À tel point qu'elles ont cousu, elles ont tissé, elles ont brodé pour l'émir. Des trucs comme ça a été offert à l'émir. Napoléon, quand il a fait son vote pour redevenir c'est là où il a libéré l'émir. Il voulait gagner des voix. Mais moi je reviens. Parce que vous là, vous êtes en train de mettre en valeur la personnalité libérée. Personne n'a le droit de remettre en cause la personnalité de l'émir. Tant sur le plan militaire, moral, ou la mystique, ou la sphanie, impossible, mais mustahil. Non, je reviens. Je reviens pour dire que maintenant vous dites que la France n'a pas, c'était le page, n'a pas respecté. Vous savez, la France, elle a eu devant elle un guerrier, un véritable guerrier, qui a défait 278 généraux, à peu près 14 ou les 7 ministres de la guerre. L'erreur fatale, c'était lorsque Bentami a exécuté, je dis bien a exécuté les 157 prisonniers français. C'est là le point noir où le roi Louis-Philippe s'est vengé. Sur l'émir. Le roi Philippe s'est vengé sur l'émir Abdelkader. Au lieu de l'emmener vers l'Orient, le Moyen-Orient, comme ça a été décidé par la Mauricière et le duc d'Aumale, il a orienté au fort de la Margue, et de la Margue à Pau, et de Pau à Amboise, puis sa libération. Donc c'était beaucoup plus une punition du roi Philippe vis-à-vis des 157 prisonniers assassinés. Ça, c'est un point noir. C'est un point noir où l'émir Bentami n'a pas été ça le problème de l'émir. Chauffe, c'est ça le point où tourne la reddition. Ben Salim s'est rendu. Et Pujol a exigé de Ben Salim d'écrire une lettre à l'émir pour lui dire que si tu te rends, la France a une parole, exige ce que tu veux, qui m'a exigé à transporter en Orient et à une frégate, vous dites la famille d'Aïe. Donc, si tu veux te rendre, tes exigences seront automatiquement acceptées. Et puis, cette lettre, lui qui était chef d'État, l'émir, donc pour lui, en tant que chef d'État, en tant que guerrier, en tant que chef militaire, recevant une lettre de Ben Salim, lui proposant sa reddition, et en parallèle, si tu te rends, la France a une parole et elle tiendra à sa parole. Il n'a jamais condamné, l'émir n'a jamais condamné Ben Salim. Il n'a jamais, au contraire, la veille, il a pris en considération la lettre de Ben Salim pour poser ses conditions. Ça, c'est un point aussi très important à discuter. Pourquoi l'émir n'a pas condamné Ben Salim de trahison? Pourquoi il a accepté sa lettre pour poser aussi ses conditions? Beaucoup de questionnements sur la dernière partie de l'émir Abdelkader où beaucoup de docteurs, la future pouvaient avoir des sujets à traiter riches sur la dernière partie de l'émir Abdelkader pour éclairer
Des questionnements pour éclairer. Est-ce que c'était sa famille qui l'a poussé? Est-ce que psychiquement il était atteint? Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes à poser pour discuter de l'arrêt du combat de l'émir de Sicile? Est-ce que la décision a été... Oui. Je pense qu'il faut travailler aussi sur la durée de la décision. Quand est-ce que ça a été pris? Il faut voir tous les éléments possibles et les C'était questionnement. Oui. Et les éléments en même temps pour dire, ben, ça, voilà, le déclenchement, ça a été à telle date. Donc ça n'a pas été par exemple le 24 ou le 23 décembre. Ça a été par exemple au mois d'octobre. Il y a quelque chose qui puisse témoigner de tout ça. C'est des questionnements.